Et dimanche, c'est politique sur nos antennes. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons maintenant démarrer avec le duel. Béninoise pourrait-elle effectivement compétiter pour les élections législatives de 2023 et siéger à l'Assemblée nationale comme il se doit? À cette question, nous avons convié deux acteurs politiques sur ce plateau. Avec eux, nous allons faire une radioscopie de cette opposition qui se montre encore aujourd'hui plus divisée que jamais. En témoignent d'ailleurs les avis diversifiés, voire contradictoires des acteurs de cette opposition au sujet de la rencontre qu'il y a eu le 22 septembre passé entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Boniaï. La dernière personnalité en date à se montrer réticente sur la question, c'est l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui aurait pourtant cautionné la démarche de Boniaï, en croire ce dernier, à sa sortie de discussion au palais de la Marina. Alors, comment peut-on comprendre cette division notoire qui semble caractériser l'opposition béninoise depuis quelques années et comment cette opposition compte-t-elle aborder les prochaines élections, à savoir notamment les législatives de 2023 et gagner le pari perdu en 2019? Question pour nos invités du duel de ce jour. Et dans la même veine, au-delà de l'opposition, l'on entend très peu la classe politique en général sur les questions de gouvernance, telles que la réforme de la décentralisation, telles que le projet de loi pour la protection des femmes, la gestion de la pandémie de la Covid-19, etc., etc. Pourquoi ce manque d'intérêt de la classe politique sur ces sujets qui engagent quand même la vie des Béninois? On fera aussi le débat ce dimanche et pour cela, je reçois sur ce plateau Mohamed Liamidi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes acteur politique, membre du parti Restaurer la confiance. Merci de votre disponibilité. Merci, c'est un plaisir. En face de vous, Mathieu Avlessi, bonjour. Bonjour Monsieur Chidi, bonjour Monsieur Liamidi et mes Avlessi. amitiés aux téléspectateurs. Voilà, vous êtes, vous, membre du parti Bloc républicain. Merci à tous les deux d'être venus partager avec nous vos différentes lectures de l'actualité sociopolitique nationale. Alors, Mohamed Liamidi, vous êtes d'un parti qui se réclame de l'opposition, Restaurer la confiance. Comment expliquer aujourd'hui ces points de vue épars, ces points de vue diversifiés, pluriels sur des sujets tels que par exemple une initiative de paix, la rencontre entre Boniaï et Patrice Talon. La dernière personnalité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Nicéphore Soglo. Pourquoi les opposants ont du mal à saluer par exemple cette initiative? Merci. Merci. Bonjour une fois encore aux téléspectateurs. Je voudrais commencer par resituer la question telle que vous l'avez posée dans le cadre même, en tenant compte même de celui à qui vous avez posé la question et de ceux qui sont sur le plateau. Vous nous avez présenté comme étant des acteurs politiques et vous nous avez présenté comme étant membres de partis politiques. À partir de ce moment, je voudrais vous renvoyer. Il est vrai que ici c'est vous qui posez la question, mais dites-moi, la division que vous croyez voir, qui, à mon avis, n'en est pas une, en attribuant, ou du moins en considérant des propos de personnalité, en l'occurrence ici, le président, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo se réclame aujourd'hui de quel parti? De quelle structure politique? Vous aurez du mal à répondre à cette question. Et moi, je ne voudrais pas faire cet exercice. L'ancien président Nicéphore Soglo, comme d'autres personnes, je pense, c'est un exemple que je donne, c'est quelqu'un que je cite, Martin Rodriguez. Ils se réclament de quelle structure, quelle est leur appartenance politique, quelle est leur formation politique. Et donc, du point de vue politique, est-ce que les propos là sont à considérer en tant que tels, venant et émanant, c'est-à-dire, est-ce que c'est la ligne d'une formation politique, est-ce que c'est la lecture d'une formation politique? On ne pourrait les considérer ainsi. À partir de ce moment, moi, je ne vois pas là où se trouve la division dont vous parlez. Il était question en réalité, ou du moins, on était sur le champ d'expérimentation de deux stratégies opposées. La nôtre, nous, RLC, notre stratégie qui consistait en le fait que, quelles que soient les lois, quelles que soient les conditions qu'il faudrait remplir pour aller aux élections, il n'est pas question de bouder les unes. Il n'est pas question de laisser l'opportunité de manquer la possibilité de donner au peuple l'opportunité de s'exprimer à travers les urnes. C'était nous notre position. Et ça demeure notre position.
c'est notre vision des choses, c'est notre culture. C'est-à-dire que c'est ce que nous voulons imprimer au peuple. Et à l'opposé, je suis au niveau de l'opposition, à l'opposé de cette approche que nous avons, il y avait l'autre approche qui dit que les conditions telles qu'elles étaient, la situation dans laquelle nous sommes, on ne pouvait pas battre le président Talon dans les urnes. En réalité, voilà en fait l'opposition de stratégie qu'il y avait. Il y avait deux stratégies opposées au sein de l'opposition. Donc, deux tendances. Et donc, à partir du moment où on considère que ce sont des tendances, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui avec ce qu'il y a eu, avec la rencontre du président Boni Yayi et du président Talon, qui en fait, c'est-à-dire qui de cette rencontre a fini par nous rejoindre. Parce que le président Boni Yayi aujourd'hui, en allant rencontrer le président Talon, en discutant et en négociant, parce qu'il faut le préciser, parce que c'est ce qu'on nous avait reproché, nous, du fait qu'on est allé négocier les parrainages pour pouvoir participer aux élections, ce qui pour nous est sacré. En démocratie, le vote populaire est sacré, parce qu'en démocratie, le peuple est le dernier rempart de la... Et il faudra toujours se référer au peuple quand il faut arbitrer. Et donc, c'est ce qu'on nous avait reproché. Et le président Boni Yayi, en allant voir le président Talon et négocier, il montre de ce fait que l'on peut être opposant, l'on peut ne pas être d'accord, mais le fait d'aller voir le président Talon ne fait pas d'un opposant un diable, ne fait pas de l'opposant que l'on est un traître. Et donc, voilà en fait la chose. Et de ce faisant, il nous a rejoints dans notre posture, nous a donné raison. Le temps a fini par montrer le chemin. Mais est-ce qu'on ne dit pas que chaque chose en son temps aussi? Chaque chose en son temps. Il y a des gens comme nous qui arrivent à avoir de l'avance sur leur temps. C'est pour ça que quand on l'avait dit, ils ne nous ont pas compris. Aujourd'hui, il est heureux. Nous sommes tous heureux. D'accord? Que le temps nous ait donné raison. Quand enfin on nous comprend. On comprend ce pourquoi nous avons dit qu'il fallait le faire ainsi. Et donc, cela étant, l'atmosphère est en train de se détendre. Les clivages sont en train de... Parce qu'en le faisant ainsi, le président Yayi nous rejoint dans notre tendance qui est maintenue et qui ne change pas. À partir de ce moment, l'enjeu, le vrai débat ne se situe pas au niveau des prises de position, ne se situe pas au niveau des stratégies. Le vrai débat aujourd'hui se pose au niveau... La question qui se pose aujourd'hui, c'est la présence de l'opposition dans sa grande tendance au Parlement. Et c'est là l'intérêt en 2023. C'est de toute débat. La question qui se pose aujourd'hui, c'est là l'enjeu. Et c'est ça la question qu'il faut poser. Au début de votre intervention, vous dites la division que nous croyons voir. Est-ce que là, maintenant, l'opposition n'est pas divisée? Je crois avoir... Lorsque vous avez fait la part des choses, que les gens soient d'un parti ou pas, le dénominateur commun, c'est qu'ils se posent à un système, à une gouvernance, à un mode de gouvernance. De ce fait, est-ce que là, franchement, en l'état, les choses, il y a pas mal d'ondes quelque part? Le président Boni Yayi, je le dis, en allant rencontrer le président, a donné de ce fait le ton de la réunification de l'opposition pour l'enjeu commun. Quel est l'enjeu aujourd'hui? La question ne se pose plus au niveau de stratégie. La question se pose au niveau de la présence du Parlement en 2023. Et c'est là qu'il faut focaliser toute l'attention. Et à partir de ce moment, la présence de l'opposition au Parlement en 2023 nous permettra, parce qu'aujourd'hui, il y a 70% du peuple aujourd'hui veut que l'opposition soit présente au Parlement en 2023 pour aller à un équilibre des rapports de force, pour pouvoir mettre fin à la rupture démocratique. La rupture démocratique, c'est-à-dire la démocratie de la rupture. La démocratie que la rupture a cru pouvoir implémenter pour pouvoir opérer ces changements dans le pays. Merci. Qui en fait n'est rien d'autre, je le précise, qui en fait n'est rien d'autre qu'une rupture démocratique. Et de ce fait, la présence de l'opposition au Parlement en 2023 permettra de mettre fin à cette rupture démocratique qui en réalité, cette rupture démocratique qui est caractérisée, ce n'est rien d'autre que c'est une dictature des lois, d'accord? État de loi où le Parlement est monocolore, il y a une seule tendance au Parlement. À partir du moment où il y a une seule tendance au Parlement, il n'y a plus de débat. Or, nous savons bien que tel que notre démocratie est érigée, c'est à partir du Parlement que les autres institutions, qui sont les institutions de contre-pouvoir, se composent. À partir du moment où le Parlement est monocolore, est d'une seule tendance,
tout le reste des institutions se retrouve d'une seule tendance. Et c'est ça qui crée la démocratie de la rupture, qui en fait n'est qu'une rupture démocratique. Et donc, la présence de l'opposition au Parlement en 2020 permettra donc de mettre fin à cette rupture démocratique tant souhaitée par le peuple. Nous verrons tout à l'heure comment vous pouvez parvenir justement à retourner au Parlement. Mathieu Avlessi, vous êtes acteur politique, vous soutenez les actions du président de la République. Tout à fait. Lorsque vous voyez ce qui se passe en face, au sein des différents acteurs qui se disent opposants, puisque là, il a posé le problème d'appartenance d'un parti politique ou pas, est-ce que quelque part ça vous réjouit? Parce que là, nous sommes encore en train de nous diriger vers des élections. Est-ce que vous dites, mais voilà, c'est vrai, il se tire entre les pattes, c'est une bonne nouvelle pour vous? Vous connaissez ma posture. Je ne suis pas un va-t-en-guerre et je pense que le Bénin n'a pas besoin de cette posture-là, de ce que voilà, on se donne des coups de poing. Oui, on a des intrigues politiques, mais des coups de poing à l'image de ce que nous avons vécu depuis l'avènement du président Talon ou des élections successives qu'on a tenues sous la réforme du système partisan ont engendré des crises. Les crises, vous vous rappelez que par le passé, moi j'ai appelé à cette rencontre Talon-Yahi. J'ai appelé plusieurs fois à cette rencontre, donc je suis heureux de constater que voilà, des gens ont travaillé. Et j'avais demandé aux acteurs politiques de l'opposition, depuis la sortie de reddition de compte du président de la République, qui tendait déjà à la pêche pour leur dire « Venez pour qu'on en parle, c'est du Bénin qu'il s'agit », parce que tout ce qui nous oppose devrait se trouver de façon infinitésimal petit par rapport à la République. Mais on se rend compte que les Béninois et cette classe opposante sont au-dessus de la République. Je crois que c'est une erreur. Donc j'avais appelé à la rencontre qui en fin de compte a eu lieu. Je dis, ici, je voudrais remercier particulièrement parce que j'avais demandé que la classe politique s'active autour de cette rencontre. Mais il m'est revenu que les enfants du président Karel, Lionel et Yahi et Chabi auraient joué une partition déterminante pour que cette rencontre ait lieu. Je dis ici là, je leur témoigne ma reconnaissance et la reconnaissance de la République pour la pacification, l'élan de pacification qu'ils ont dû avoir. C'est très important pour le pays. Donc le Bénin, ça fait de la relève. La relève vient. Et puis, ce n'est que les deux que nous voyons parce qu'ils ont une posture de fils d'anciens présidents. D'autres sont dans leur logique. Et donc, je crois que ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la classe politique, où cette rencontre à laquelle moi j'ai demandé que la classe politique se travaille, ait lieu, et que le président Soglo se prononce contre. Pendant que l'autre a dit qu'il a reçu sa caution, qu'il vienne à dire le contraire. J'ai dit, lorsque ce que vous voulez dire n'est pas au-dessus de ce qui est déjà fait, vous devez vous taire. Et puis, je pense, nous sommes en Afrique. Et en Afrique, on dit, lorsque tout particulièrement au Bénin, lorsque la grande personne ne reconnaît pas sa place, les enfants finissent par lui montrer. Il ne faut pas que le président Soglo amène les Béninois, les enfants béninois, à lui montrer la place qu'il doit occuper parce qu'il est une icône. Et s'il ne veut pas se mettre à cette place, les gens finiront par lui montrer. Et ce serait dommage qu'on en vienne à ça. Parce que, opposition, qui se met aujourd'hui ensemble, l'atmosphère avec la pacification, il y a le chef de file de l'opposition, que les gens se mettent autour de lui pour que l'accompagnement de l'opposition soit utilisé à ce qu'à la représentation prochaine au niveau de l'Assemblée, on puisse avoir une classe, un peu comme mon vis-à-vis disait, monocolore, c'est de la faute de qui? C'est un peu de leur faute. C'est de leur faute. Donc, aujourd'hui, que les gens s'activent à respecter les dispositions légales, à aller aux élections, à se faire représenter, ce serait tant mieux. Je crois que le président Talon est aussi dans cette logique-là. C'est pourquoi les enfants ont pris l'initiative, les deux parents ont pris la perche et le Bénin doit toujours s'en porter mieux. Le Bénin va se porter mieux parce qu'à la tête, nous n'avons pas de va-t-en-guerre. Voilà. Dans la réalité politique, tout est question d'intérêt, tout est question de stratégie et parfois de calcul. Mohamed Liami dit, là, c'est vrai, nous nous acheminons, c'est vrai, les gens feignent de ne pas voir ça venir, mais les élections approchent dangereusement peut-être. On sait qu'en 2019, l'opposition n'a pas pu aller à cette élection-là, ne siège pas à l'Assemblée maintenant. Lorsqu'on fait peut-être, on va dire, les analyses, le débriefing de cette élection, en face, on dit oui, bon, ils n'ont pas voulu aller aux élections. L'opposition ou ceux qui se réclamaient de ce bord estiment qu'on les a exclus. Là, maintenant, on a du temps pour se préparer. Est-ce que, franchement, à l'heure là maintenant, les conditions sont réunies pour que ça se fasse, que l'opposition puisse aller à cette élection sereinement?
Écoutez, j'ai entendu dans la réponse à la fin des propos de M. Ablessi, et cela est revenu dans votre propos, que du fait que nous n'avons pas pu participer à l'élection de 2019, nous avons déjà reconnu que de notre part que c'était une erreur stratégique de ne pas avoir participé. Ça, c'est dans votre parti. À cette élection de 2019, oui. Puisque tout est parti de là. La même chose, plus ou moins, s'est répétée en 2020. C'est pourquoi, en 2021, nous avons dit et nous avons maintenu notre tendance, et c'est ce sur quoi nous restons faibles, qu'il faut tout faire, qu'il faut toujours... je vous l'ai dit, en démocratie, le vote populaire, il est sacré. Il faut toujours amener le peuple à aller s'exprimer dans les urnes. Et de ce fait, vous amenez les gens à exprimer leur frustration. Cela est important, on l'a reconnu. Et donc, on ne revient pas là-dessus, on l'a reconnu. L'erreur ne se répétera plus. En tout cas, nous ferons tout ce qui est possible. Mais le problème, c'est que vous le reconnaissez peut-être au sein de votre parti, mais les autres ne le reconnaissent pas peut-être. Ils le reconnaissent. Je vous ai dit. Oui. Le fait que le président Boni-Ayi, ce que le président Boni-Ayi a fait, c'est une décrispation déjà au niveau des tendances de l'opposition. Et donc, à partir du moment où cela est vu comme ça, qu'il nous a rejoint de notre posture, la grande tendance aujourd'hui tend vers le fait que l'opposition doit participer aux élections, qu'il faut toujours trouver les voies et moyens, toujours tout faire pour pouvoir participer à l'élection. Parce que à partir de ce moment, ce n'est que comme ça qu'on peut arrêter ce que nous voyons devant nous là et qui ne nous réjouit pas. Ce que nous voyons devant nous là, que le peuple même décrit. Donc, si l'on donne la possibilité, si l'on fait tout pour donner la possibilité au peuple de pouvoir s'exprimer dans les urnes, c'est cela qui nous amènera à rectifier le tir. Parce que ce que nous avons en face, il faut le dire clairement, ce n'est pas une dictature militaire. Non, pas du tout. C'est une dictature des lois. À partir du moment où c'est une dictature des lois, ce que la démocratie a prévu, c'est que quand on n'est pas d'accord, vous allez dans les urnes vous manifester. À partir de ce moment, vous changez les choses. Et quand vous changez les choses, vous donnez la possibilité, d'accord, à ceux à qui le peuple qui s'exprime dans les urnes accorder sa confiance de rétablir les choses. Parce que nous sommes là dans une rupture de démocratie. La démocratie, au sens de la rupture, ne saurait exister. Il ne peut qu'y avoir une démocratie de façon universelle où les prérogatives, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déroger au principe de la démocratie. Ce que la rupture a cru devoir faire en inventant, je dirais, la rupture, la démocratie de la rupture, pour combattre la démocratie du changement, qui elle-même déjà c'était un début de rupture démocratique. Mais ici, avec la démocratie de la rupture, qu'il croit devoir implémenter, on est allé au plus profond même de la rupture démocratique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, prenez conscience, c'est là que se trouve le débat aujourd'hui. Est-ce que le fonctionnement de l'État, de la nation, est-ce que la conception parce que pour eux, c'est une philosophie de développement. Est-ce que la conception que l'on a aujourd'hui de la démocratie, de l'état de la nation, c'est-à-dire que du pays, tel que les choses doivent se passer dans le pays, est-ce que cette conception-là, est-ce que c'est ce qui est bon? C'est là la question aujourd'hui qu'il faut se poser. Oui, mais c'est là l'intérêt. Parce que c'est jugement de valeur. C'est jugement de valeur. Quand nous parlons d'imminence des élections, quand vous posez cette question, est-ce que là, vous ne vous remettez pas en cause vous-même plutôt que le fait que nous nous posons cette question et que nous, avec le peuple, on se retrouve enfin à se poser cette question, c'est ça qui nous amène, c'est ça qui nous motive à dire que nous devons coûte que coûte participer à l'élection, aller au Parlement. Dès que l'opposition se retrouve au Parlement, il y aura un rééquilibrage. Et c'est l'équilibre des forces. C'est-à-dire, puisqu'en politique, il n'y a pas un autre langage que le rapport des forces. D'accord? Dès que les rapports des forces vont s'équilibrer, il y aura dialogue. Le dialogue sera permanent. L'opposition va se faire respecter. Vous voyez? Il y aura dialogue. Le dialogue sera permanent. Et c'est dans le dialogue permanent que nous allons définir les choses comme quoi ceux qui sont exilés politiques seront reconnus. C'est dans le dialogue que l'on reconnaîtra ceux qui sont exilés politiques. C'est dans le dialogue que l'on reconnaîtra ceux qui sont prisonniers d'opinion, prisonniers politiques, qu'on les reconnaîtra en tant que tels. Et comme il y aura dialogue, à partir du moment où les rapports de force vont s'inverser, le président de la République sera obligé de dialoguer et à partir de ce moment, on pourra définir les choses
pour que les revendications aujourd'hui des uns et des autres soient prises en compte et soient traitées comme telles, puisqu'il n'y a que le rapport de force qui compte en politique. Oui, non, je voudrais concéder à monsieur qui dit cette terminologie, rupture démocratique, démocratie de rupture et tout. Je ne vais pas revenir sur ça parce que ce sont ces terminologies. Mais je pense que lorsqu'on sait qu'on venait de quelque part, c'est au bout de l'ancienne cordontis la nouvelle. On venait de quelque part où on a toujours incriminé que notre pays était mal gouverné. Notre système politique allait dans une certaine cacophonie. Donc il fallait de façon courageuse proposer des réformes. Les réformes sont proposées, on les met en œuvre et que voilà, les gens trouvent les terminologies que j'entends ici. Je dis, je concède. Mais évaluons. Je suis heureux toutefois qu'ils disent et qu'ils feront tout pour aller aux élections. Ce serait tant mieux. Ce n'est que comme ça que nous allons effectivement expérimenter l'élan de la réforme. Pour voir ce qui est corrigible dans cette réforme. Pour que le Bénin, je dis moi, c'est le Bénin s'emporte mieux qui est mon credo. Qu'est-ce qu'on fait pour ne plus retomber dans la case départ où le pays était une vache à trait pour la classe politique? Aujourd'hui, la posture dans laquelle les gens sont, c'est un peu ça. On leur a dit, arrêtons de faire ça. Ça ne développe pas un pays. On a mis les balises, et puisqu'il y a les balises, ils ne peuvent plus franchir. Ils sont en difficulté, ça va aux abois. Je peux leur concéder. Mais toutefois, respectons les dispositions légales, que ce soit démocratie des lois ou bien dictature des lois ou je ne sais pas, ce n'est pas mes terminologies. Je concède à M. Léamidi cette terminologie. L'un dans l'autre, nous observons que le Bénin se porte mieux, le Bénin se gère mieux, le Bénin se développe mieux. On ne développe pas le Bénin se développe mieux. On va aller plus loin. On va aller plus loin pour que ça intègre maintenant la dimension humaine, parce que les gens disent oui, tout ce qui se fait est physique, mais c'est l'homme qui est au cœur du développement. Mais je crois personne n'est encore mort au Bénin du fait de ce que voilà, nous sommes en train d'expérimenter une expérience de réforme démocratique, de réforme du système partisan. Oui. Nous allons nous porter mieux et je dis, j'encourage les unes comme monsieur Lamidi et c'est par les partis politiques qui viennent de naître à travailler à ce qu'à l'échéance prochaine, nous ayons tout le monde aux élections et que la représentativité soit transversale. Est-ce que, Mohamed Lamidi, vous pouvez nous garantir là maintenant que actuellement, les textes électoraux ne vous posent plus de problème? Parce que là, on a entendu ça très, très récemment au cours des élections. Les tests électoraux ne nous ont pas posé problème lorsqu'il s'est agi de participer à l'élection présidentielle. Oui. Nous savons que les législatives, c'est des réalités différentes. Malgré que ça se trouvait quelque part où c'était tellement difficile, nous avons pu aller chercher là où ça se trouve pour pouvoir participer. À partir de ce moment où on l'a fait, et ceux qui n'avaient pas compris, aujourd'hui ont compris, et que c'est ce qu'il y a à faire, je ne vois pas en quoi les tests poseront encore problème. Parce qu'il y a la barrière des 10%. Quelle que soit la barrière des 10%, ce n'est qu'une question de la participation du peuple à l'élection. Lorsque votre offre politique convainc l'électorat, pourquoi ne voudront-ils pas voter pour vous? C'est comme ça que nous voyons la chose. Ils ont leur vision. Ceux qui sont en face de nous, ils ont leur vision du développement et de la démocratie. Nous avons notre vision. Nous proposons notre offre politique, quitte au peuple de choisir s'il se retrouve. Et si, tel que M. Ablessi le dit, c'est ce que le peuple peut aller loin avec ce modèle qu'il propose. C'est ça, en fait, oui, mais aujourd'hui, la question. Est-ce que franchement, le peuple a vraiment une offre sur la table, une offre de qualité venant de vous? L'offre ne manque pas. Quand l'on se constitue comme nous, en parti politique, d'accord? C'est pour la conquête du pouvoir. Et pour cela, il faut faire une offre politique dans laquelle le peuple se retrouve. Le peuple ne se retrouve pas à travers l'offre qui est mise sur la table là. Jugement de valeur, ça je vous conseille, jugement de valeur, parce que là, allez vers le peuple, faites un sondage et donnez les chiffres. Nous avons déjà commencé le processus d'aller vers le peuple, puisque nous avons reconnu notre rêve, nous avons participé à l'élection. Nous allons poursuivre. Le peuple, ce n'est pas la classe politique que vous situez, cher ami. Nous allons poursuivre. La classe politique est en difficulté parce qu'on vous a arraché votre biberon. Nous allons poursuivre maintenant, cher ami. Nous allons poursuivre dans cet élan. Et nous allons poursuivre dans cet élan pour faire quoi en fait? Pour mettre fin à ce que nous voyons là. Parce que notre offre, c'est quoi? On ne va pas retenir le biberon. Vous ne pouvez pas. Soyez-en sûrs. Qu'est-ce que vous appelez biberon? Oui, parce que le pays était une vache que vous passez votre temps à traire. Maintenant, on a dit qu'il faut arrêter, nous arrêtons. Il s'agit d'adhérer, d'accord, à la vision
d'adhérer ou pas à la vision du pouvoir. Et vous aspirez à l'adhésion populaire par la contrainte et par la force. Non, pas du tout. J'ai pas du entendu. tout. Nous avons vu faire. Écoutez, non, les réalisations sont là. Nous travaillons. Nous faisons les choses de façon visible. Et à travers ce que nous voyons. J'ai entendu le président de la République dire à sa prestation de serment que tout le monde doit participer à l'effort de la construction de la nation. Mais cela se fait seulement dans un cadre où la confiance existe. Vous êtes d'accord? Comment vous la confiance existe. Quelle est la preuve de ce que vous dites, cher ami? Aujourd'hui, nous sommes dans une vous ne participez pas, qui a détruit ce qui se passe aujourd'hui, je crois. Qui a détruit la confiance. Où est-ce que nous participons à ce qui se passe aujourd'hui? Lorsque vous vous retrouvez seul au Parlement et vous ne passez pas sur les voies que la gouvernance a réalisées. Et je voudrais proposer justement les lois au bout pour permettre de... Ce qui tient la nation, d'abord, il s'agit de la République. Nous sommes dans une République. Oui. Ce qui tient la nation, c'est les idées. On ne peut pas continuer l'œuvre de développement dans un climat où il y a un manque de confiance. Nous devons discuter des choix que l'on opère au nom du peuple, de la République. Et donc, pour cela, il faut que toutes les tendances, tout le peuple dans ces variations d'idées, de courants, puissent être représentés pour que l'on puisse débattre des problèmes de la nation. Et c'est seulement en débattant des problèmes de la nation, l'intelligence n'est pas supposée être seulement de votre côté. Non, jamais dit ça. Si vous reconnaissez ça, vous devez reconnaître que le concept, la situation dans laquelle nous sommes actuellement ne permet pas de faire cet échange-là. Et c'est ça que nous appelons la rupture démocratique. Et c'est pourquoi depuis la reddition du donc, à partir de ce moment, lorsque l'opposition sera présente, ce sera un terrain d'échange, puisque la démocratie a consacré que le Parlement puisse être le lieu où l'on débat des questions où chacun, le peuple dans ses variétés, dans ses variations représentées, puisse donner ses positions, qu'on puisse en tenir compte. Si ceux qui sont au pouvoir jugent que c'est bon, qu'ils puissent en tenir compte et faire ce qu'ils peuvent. S'ils ne le jugent pas, que le peuple puisse nous donner à nous la possibilité de pouvoir y arriver et faire ce qui est bien. Nous ne disons pas, d'accord, qu'il faut jeter à l'eau tout ce qui est. Nous ne le disons pas. Vous parlez de développement. On ne peut pas construire les routes en maintenant la confiance. On ne peut pas construire les routes en faisant en sorte que chacun puisse trouver sa place dans la cité. Nous devons pouvoir construire le pays avec tout le monde. Qu'il y ait des gens dehors, qu'il y ait des gens derrière le bas, qu'il y ait des gens en prison. Ce n'est pas comme ça. Ceux-là ne veulent-ils pas participer à la construction du développement? Et donc, il faut créer le climat de confiance. Et c'est ce que nous disons. Il faut restaurer la confiance. Et la restauration de la confiance telle que nous le conception, dans notre conception, se fera à partir du retour de la présence de l'opposition au Parlement pour pouvoir débattre des questions qui ont trait à la vie de la nation. Vous y travaillez, c'est cela que nous disons. Oui. Et il n'y aura aucune condition qui nous permettra, qui nous empêchera de le faire. Parce que s'il doit y avoir une condition qui nous empêchera de le faire, ça empêchera aussi le BR, ça empêchera aussi l'UP, ça empêchera aussi toutes les autres tendances qui sont de la mouvance. Et là, alors, on sera bloqué à partir du moment où cela, je ne pense pas que cela est envisageable pour eux. Parce que, à la limite, pour eux, ils veulent toujours rester. Ils veulent toujours que ce soit eux qui, en fait, ne sont que, je dirais, l'accomplissement de la démocratie de la rupture. Ils sont l'instrument même, l'arme même de la démocratie, c'est eux. Puisque c'est à partir des lois, à partir de ce qui se passe au Parlement, que tout le reste qu'on observe là, la caporalisation des institutions, tout vient à partir de là. Et donc, si on arrive à dénuder cela, si on arrive à corriger cela, on pourra retourner dans un état où tout le monde aura sa place pour qu'ensemble on puisse construire l'œuvre de la nation. Et ce qu'ils auront fait, qui serait bien, serait maintenu. Nous n'y allons pas pour les empêcher de poursuivre le développement du pays. Ce qu'ils auront fait, qui serait bien, serait maintenu. Il reviendra au peuple d'en juger à travers l'offre que nous faisons au peuple. Je parlais justement d'offre au peuple, la question des 10% aussi qui est là, d'actualité. Mathieu Avlessi, est-ce que franchement sur cette question-là, il y a de la matière aujourd'hui? On ne pouvait pas continuer dans les conditions antérieures et les dispositions ont été instituées, donc mises dans les tests pour que nous les respections. Si un parti n'est pas représentatif, comment est-ce que nous allons pouvoir échanger avec? Donc, c'est une question de représentativité. Et nous avons institutionnalisé cela pour que cela soit vraiment ce que nous voulons. Maintenant, autre chose, la crise, la crispation dont nous parlons, qui constitue la base de leur offre. C'est ce que j'observe. La crispation qui constitue la base de leur offre, c'est l'incompréhension de la réforme.
des réformes du système partisan. Le président, conscient de cela, depuis sa tournée de reddition de comptes, leur disait venez pour qu'on en parle. Jusqu'à son discours des 61 ans d'indépendance, il a tendu la perche et je dis, je suis heureux que le président Yahi ait fait la démarche. Ça, c'est la conception, la bonne conception de la démocratie. Nous n'avons pas vu Mitterrand s'opposer à De Gaulle. Nous n'avons pas vu Chirac s'opposer à Mitterrand. Tel que ça s'est passé ici, ainsi de suite, jusqu'à ce que Macron soit là. On ne l'a pas vu de façon frontale s'opposer à Sarkozy. C'est ça la culture de la démocratie. Parce que lorsque ça venait à se faire comme ça, c'est beaucoup d'intérêts qui sont derrière chacun. C'est les intérêts qui se cristallisent. Et donc, il y a des affrontements que nous avons observés là. Arrêtons de faire ça. Et donc, la démarche de Yahi, je dis, est salutaire. Et c'est tant mieux que les gars, que les hommes d'en face se disent qu'ils s'organisent pour faire une offre alléchante au peuple. Si tant est que leur offre est meilleure à la nôtre, ils vont prendre la majorité. Ce serait tant mieux. Ce serait tant mieux. Ce qui est, si on va gérer, on va voir. C'est l'alternance et qui constitue la base de la démocratie. Et nous ne sommes pas contre l'alternance. Nous sommes allés la dernière fois aux élections présidentielles avec l'opposition. Quoique qu'on dise, c'est de leur faute que ça s'est passé, comme on a vu là. Je dis, nous allons travailler à ça. La réforme est persistante, la réforme est pertinente et je suis heureux qu'ils soient en train de travailler à respecter les dispositions légales en vigueur pour que la réforme soit, pour que le Bénin s'en porte mieux. Je peux dire aux téléspectateurs, je vais leur dire qu'ils peuvent intervenir dans cette émission, mais en nous écrivant des messages seulement sur notre numéro WhatsApp, le 54 10 18 19, 54 10 18 19, SMS par WhatsApp. Et nous allons relayer vos différents avis dans cette émission. Mathieu Avlessi, je reste avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous garantir que, quelle que soit la qualité de cette opposition-là, qui voudra aller à cette élection, qu'elle ne subira peut-être pas, disons, une certaine exclusion? Parce qu'il y a certains qui estiment qu'on utilise les textes pour les exclure. D'une manière ou d'une autre, est-ce que franchement, là maintenant, on peut être sûr que la balle ne revient uniquement que dans leur camp? Vous savez, M. Liamini dit qu'ils avaient commis des erreurs stratégiques sur lesquelles ils ne reviendront pas. Oui. Et je suis confiant que ça, ils ont conscience de ce que c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé à fond les tests qu'ils sont tombés dans des panneaux. Aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à reprendre les mêmes erreurs. Et donc, il n'y a pas d'exclusion. Il y a simplement que les gens devraient pouvoir travailler de façon rigoureuse sur les tests, les respecter pour qu'on les intègre dans la procédure électorale. Voilà, Mohamed Yamidi, sur cette question-là, aujourd'hui, vous êtes confiant en vous? Parce que c'est vrai, il y a un mot-clé, la confiance. Est-ce que déjà, en votre propre sein, vous, aujourd'hui, qui voulez aller à cette élection, siéger au Parlement, est-ce que vous avez déjà confiance en vous mutuellement? Est-ce que vous avez l'assurance que vous aurez la confiance du peuple? Parce qu'on a senti qu'à l'occasion de l'élection présidentielle, au sein de l'opinion, il y avait une certaine suspicion vis-à-vis de certaines formations politiques, dont la vôtre par exemple. Est-ce que là, avec toutes ces données-là, on peut se dire que les législatives seront faciles à gagner parce que les 10% sont là? Il n'y a rien qui soit facile. Présidentielle, législative, une élection, c'est une élection avec ses enjeux. Oui. Et ici, nous parlons de la question de la représentativité du peuple. Là où le peuple se fait représenter. Oui. Mais le peuple envoie ceux en qui il a confiance. À partir de ce moment où c'est des élections de proximité, c'est d'abord des élections basées sur la confiance se base sur le service rendu. Je n'ai confiance en vous que lorsque je vois que dans les décisions que vous prenez en mon nom, dans les actions que vous menez en mon nom, je me retrouve dedans. Et c'est de cela qu'il est question. Il est question aujourd'hui de voir sa société là. Est-ce que le peuple se retrouve à travers cela? Je vous donne un exemple. Un exemple. Oui. Vous parlez d'offres et vous parlez de confiance. Oui. Lorsque le président de la République estime, d'accord, lorsque le pouvoir en place estime que pour travailler, ceux qui ont à charge de prendre des décisions et qui mènent la politique d'État. Pardon de vous interrompre, mais je rappelle encore aux téléspectateurs que ce sont juste des messages par WhatsApp, parce que la plupart d'eux, ils appellent tout le temps. Non, ce ne sont pas des appels, des messages sur le 54 10 18 19, par WhatsApp. Donc ceux qui ont à charge de décider, ceux qui sont dans l'action publique, qui mènent l'action publique au nom du peuple, doivent faire en sorte que les gens se retrouvent. Lorsqu'il a été question de voir la situation de ceux qui sont au niveau du sommet, de l'État, les ministres, les DC, ainsi de suite, qu'on a revu leurs conditions, qu'on a estimé qu'ils doivent travailler dans des conditions appropriées, qu'on les a mis dans des conditions beaucoup plus sûres.
On a cru devoir le faire instamment. On n'a pas demandé au peuple. Mais quand il s'est agi du peuple, on a dit au peuple, attendez, le SMIC est toujours à 40 000. Et nous, ça fait partie de notre... Vous parlez d'offres, vous parlez de propositions. Oui. Nous proposons que le SMIC passe à 100 000 francs dans ce Bénin. Oui. Quelle vie vous voulez mener? Est-ce que vous pouvez vivre dignement avec un niveau de vie en dessous, avec un revenu en dessous de 100 000 francs? Est-ce que c'est possible? Nous, ça fait partie de notre offre. C'est ça. Et donc, quand vous parlez de confiance, quand on a fait cela pour ceux qui sont en haut, et on dit au bas peuple, à qui l'on veut qui adhère à sa vision, on a dit, attendez 5 ans, attendez encore un peu plus, attendez encore. Nous disons non, qu'il ne faut pas attendre. Autant il faut penser à mettre ceux qui sont en haut à l'aise, autant il faut créer des conditions pour que ceux qui sont en bas aussi puissent vivre de l'effort qu'ils produisent tous les jours dans la construction de la nation. Et nous ne nous arrêtons pas là en termes d'offres. Nous avons notre offre est connue. On a parlé du chômage. Oui. Ce modèle on va revenir tout à l'heure à certaines... dont il parle, oui. Le monsieur Ablesia parlait tout à l'heure, là, dit nous voulons aller plus loin. Vous voulez aller plus loin? Est-ce qu'on peut aller plus loin dans une situation où le chômage s'accentue, les sous-emplois s'accentuent, la question de l'énergie qui n'est pas l'énergie de qualité qui n'est pas réglée pour pouvoir aller à la production et à la transformation? Est-ce qu'on peut aller loin sans prendre en compte toutes ces considérations? Et nous avons des propositions claires par rapport à ça. Je viens de vous donner le cas de Spring tout à l'heure. Je vous ai parlé qu'il faut créer des emplois. Il faut valoriser le travail, pour que celui qui travaille puisse se sentir digne de faire ce travail-là et participer à la construction de son pays à travers ce qu'il fait et de là où il est. D'accord? La question de l'énergie, de la production de l'énergie. Oui. Actuellement, par exemple, vous parlez d'offres, vous parlez de confiance. Actuellement, le gaz est à 620 francs le kilo d'après le dernier conseil des ministres. Nous sommes passés de 2019, on était à 450 francs le kilogramme. Aujourd'hui, on est à 620. Lorsque vous faites une petite comparaison, on est allé au-delà d'une augmentation de 30%. Est-ce que vous imaginez l'incidence sur la vie des ménages? Nous, on a proposé que non seulement pour produire de l'énergie, non seulement pour pouvoir l'utiliser à ces fins-là, qu'il faut utiliser le gaz qui se trouve à nos côtes. Pourquoi le problème, c'est que que les politiques font toujours des propositions. Certaines personnes disent, et ça, c'est même un homme politique qui l'a dit, les promesses électorales n'engagent que ceux qui... Il ne s'agit pas aujourd'hui, il ne s'agit pas tous ici. les derniers événements, le peuple a vraiment confiance lorsqu'on lui dit de belles paroles. Écoutez-moi. Parce qu'il y a les réalités de la gouvernance aussi. Écoutez-moi, si ce que nous disons est un mensonge, alors empêchez-nous de le dire. Mais si ce que nous non, on ne peut pas vous empêcher de le dire. Nous sommes en démocratie. Je dis bien. Oui. On est en démocratie. J'ai dit, si ce que nous disons est un mensonge, empêchez-nous de le dire. Mais si ce que nous disons c'est la vérité, alors écoutez-nous. Écoutez-nous et voyez comment on peut le faire. Très bien. Et donc, à partir de ce moment, depuis que nous disons que le gaz est là à nos côtés, et que quelqu'un est-il déjà sorti pour nous contredire? C'est ça. Personne on va revenir tout à l'heure à cette question. C'est donc pour ça qu'il est important que le peuple puisse, que l'opposition puisse se retrouver au Parlement pour pouvoir faire de ces propositions. Je vous l'ai dit, je vous le répète, faire de ces propositions qui contribuent à l'élaboration du progrès pour tous les Béninois. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous voulons. Voilà. C'est ce à quoi nous nous attelons, c'est l'objectif même de la création de notre parti. C'est ce que nous voulons faire et de façon durable, nous projeter et permettre à tous ceux qui sont Béninois de se sentir fiers d'appartenir à cette nation. C'est là la vision de RLC, c'est là la vision de l'opposition que nous incarnons, de ce que nous amenons nos amis à comprendre et de ce que nous voulons que le peuple comprenne. Très bien. Alors, je voudrais partager avec vous les avis de quelques téléspectateurs qui sont intervenus dans ce débat-là. Il y a celui-ci. Bonjour. L'opposition n'a jamais été exclue. Elle n'a juste pas voulu respecter les textes de la République. C'est Aboubar Abdoulaziz, qui est militant du Bloc républicain, un peu comme vous. Il y a un autre, monsieur le journaliste, je me réjouis que l'opposition veuille aller à l'élection. La nation a gagné. Ça, c'est monsieur Assogba, Joe, Denis, Léopold qui le dit. Mais franchement, est-ce que Mathieu Avlessi, franchement, l'opposition béninoise sera vraiment sincère? Est-ce que ce discours sera un discours des différentes formations de l'opposition en 2023? Nous pensons, nous souhaiterions que ce discours soit le discours vraiment de l'opposition. De toute l'opposition, de toute l'opposition, oui, parce que nous ne sommes pas dans Nous ne sommes pas dans l'exclusion, nous sommes juste dans des réformes. Nous voulons que notre système partisan soit autre. Ils ont compris, ils se mettent au travail, c'est tant mieux. Je reviens sur sa question de l'énergie. Nous sommes utopiques. Et ça, je ne leur souhaite pas ça. Utopique, c'est pas bon. Parce que le peuple n'est plus dupe aujourd'hui. Le référentiel énergie, on sait. On est parti d'où pour en être aujourd'hui?
Donc le peuple sait, le peuple voit. Et qu'on nous vante ce qui n'existe pas, ce n'est pas normal. Oui, il a parlé du SMIC. Le SMIC, c'est normal. Tout le monde peut. Je ne suis pas à l'aise que le SMIC soit encore à ce niveau. Mais c'est juste une question de planification. On a vu les gouvernances antérieures. Hein. On veut ça, donnez-leur. On veut ça, donnez-leur. On est allé où? On ne va nulle part sans planification. Et c'est encore ça qu'ils sont en train de nous proposer, qu'ils arrêtent ça. Si c'est ça qu'ils sont en train, qu'ils veulent intégrer et qu'ils corrigent encore, qu'ils corrigent leur copie. Parce qu'on ne souhaiterait pas que notre peuple soit encore roulé dans la farine encore par le passé. Ce qui est sûr, ça n'adviendra pas. Et tant que nous sommes là pour conduire le processus. Nous aspirons, nous aspirons à un État. Oui. D'accord, nous aspirons à un État où le dirigeant est au service du peuple. C'est ça. Et des citoyens de la nation. Quand on a cru devoir mettre ceux qui sont au sommet de l'État à l'aise, on n'a pas cru devoir penser qu'il faut une planification sur 5 ou sur 10 ans. Mais quand il s'agit du peuple, à la base, de la base populaire, l'on trouve qu'il faut planifier, peut-être même au-delà de 10 ou je n'en sais rien. À partir de ce moment, il revient au peuple de voir. Il revient au peuple de voir là où se trouve son intérêt, là où se trouve ce qu'il lui faut. Et nous disons déjà comment il faut le faire. Ce n'est pas que nous faisons en même temps des propositions et nous disons de façon concrète. Quand M. Avlesi parle de l'utopie, je sais qu'il essaie de revenir à la charge. Mais depuis, je le dis et je le répète là, depuis qu'on parle de cette affaire de gaz là, est-ce que quelqu'un est déjà venu dire le contraire? Très bien. Ça nous permet d'aller au deuxième sujet, justement, parce que là... Quelqu'un n'est pas encore venu dire le contraire. Et à partir de ce moment, nous ne faisons pas des propositions. Nous savons, on tient compte de la possibilité, du potentiel. On n'invente pas ce qui n'existe pas. Pourquoi la CEDEAO a cru devoir passer le leduc par là? C'est ça. Parce que ça doit se faire là. C'est une erreur, on le dit, on le répète, d'aller mettre Maria Agleta là où ça se trouve là. Parce que cela a forcément un coût, cela a forcément une incidence sur le coût de production de l'énergie. Et quand l'énergie produite à un coût très élevé, vous ne pouvez pas le redonner, le redistribuer à un coût qui puisse permettre aux gens et d'aller à la transformation. D'abord, il ne sera pas de quantité. Si le coût de production est élevé, je ne vous apprends rien du tout, il ne sera pas de quantité, de qualité. Et à partir de ce moment, on ne peut pas l'utiliser aux fins que l'on espère pour aller à la transformation du pays. C'est déjà je rappelle Maria-Agleta parce qu'on pendant 10 ans, on n'a pas pu faire ça. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent toujours nous écrire. Ils peuvent nous écrire. Il ne suffit pas de corriger. Corriger, c'est faire ce qui est mis. On ne peut pas trouver une solution pour que la solution que l'on ait trouvée là devienne encore un autre problème le lendemain. Et c'est ce que nous disons. De toute façon, votre appel est bien entendu. Il faut avoir une vision globale. Une vision globale des choses et non une vision sectorielle des choses. Les téléspectateurs peuvent nous écrire sur le 54 10 18 19. 54 10 18 19, que ce soit par SMS simple comme certains le font ou par message WhatsApp, participer à ce débat-là qui engage justement la vie de notre nation. Et parlant justement de ça, là on vient de parler un peu de l'opposition et de ses ambitions, mais au-delà de l'opposition, on voit que toute la classe politique béninoise est presque inexistante. Si on ne vous invite pas pour opiner sur les questions dans les médias, les partis ne prennent pas des initiatives. Là par exemple, depuis 2020, le Bénin, comme les autres États du monde entier, fait face à la crise de la pandémie de la Covid-19. Au Burkina Faso, l'opposition burkinabé a fait don au gouvernement. Au Cameroun, Maurice Kamto et son parti MRC ont acheté des équipements sanitaires qu'ils ont donnés au ministère de la Santé. Au-delà de ça, on sait qu'en France, ça, c'est la grande démocratie, la classe politique, ça s'anime. Lorsque le gouvernement va en conseil des ministres, prend des décisions parfois, les partis politiques, qu'ils soutiennent ou pas, opinent. Mais pourquoi ici, au Bénin, on ne vous voit pas, Mathieu Avlesi? Merci, M. Kidi. Je crois qu'il n'y a que par le passé, on n'avait pas cette culture. Mais aussi, la situation est exacerbée à partir de la réforme du système partisan où tous les partis que nous avons, mouvance comme opposition, nous sommes des partis jeunes. Donc, on est encore dans un processus de structuration. Donc, il faudrait qu'on soit bien structuré pour qu'on sache qui va dire quoi et comment. Quel est le contenu qu'on va... Je viens opiner en tant que membre du bloc, mais je ne suis pas représentant, je ne suis pas mandaté formellement pour dire je parle au nom d'eux. Je suis membre du parti, donc j'opine en tant que membre du parti. Ce que je dis ici m'engage. Ainsi, on doit pouvoir commencer par engager le parti. Il faudrait que les partis soient structurés. Vous voyez que l'opposition est dans un processus de structuration. C'est pareil au niveau de la mouvance. Nous sommes dans un processus de structuration. Et je crois que sous peu, les couacs que nous avons, que nous observons au niveau de l'opinion, au niveau des actions à pouvoir mener au niveau des partis, vont pouvoir se mener au niveau de la mouvance et comme de l'opposition. C'est une question de temps.
C'est la réforme qui explique que les partis se font très rares sur la scène politique publique, Mohamed Yamidi. Vous allez considérer cela du point de vue de la mouvance ou du point de vue de l'opposition. Oui, tout à fait. Lorsque nous sommes décidés à nous constituer un parti politique et qu'on est en train de le faire, nous avons déjà commencé parce que nous avons déposé, non seulement déposé les dossiers, vous savez que pour se conformer à la loi, il faut déposer les dossiers des membres fondateurs, il faut déposer les tests du parti, également déposer un projet de société. Et donc, dans le projet de société que nous avons déposé au ministère, tout ce que je peux dire, tout ce que je serai amené à dire est déjà conçu dedans. Et ça entre dans la lignée, dans la vision du parti. Et c'est sur la base de cela que nous faisons, c'est-à-dire que nous vulgarisons. Mais le problème, c'est que l'actualité est dynamique. Nos propositions. L'actualité est dynamique, on s'adapte, puisque nous nous anticipons. On réfléchit et on ne cesse de réfléchir au jour le jour. On ne cesse d'améliorer, de tenir compte de ce qui se passe là et de voir qu'est-ce qu'il faut faire à court, à moyen et à long terme pour pouvoir répondre d'abord aux aspirations du peuple, mais aussi aux défis du temps, ce que le temps nous impose. Mais il ne faut pas occulter du tout le fait que le problème que vous évoquez c'est une conséquence en réalité de la démocratie de la rupture. Ça vous embêtera autant que je puisse le répéter. C'est une conséquence de la démocratie de la rupture, puisque la rupture démocratique, qu'est la démocratie de la rupture, conçoit que tout ce qui doit se passer dans la République, tout ce qui doit être fait, doit venir d'un seul niveau. C'est-à-dire que c'est... Non. Sauf si vous démontrez le contraire. Je pense que là, par exemple, lorsqu'on a fait la réforme, je prends l'exemple de la réforme politique, où dans la charte des partis politiques, Dites-moi, le président de la République, permettez-moi. Le président de la République est affilié. Le président de la République, est-ce qu'il a une obligation? Est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République a une contrainte partisane? Oui. Est-ce que le président est affilié à un parti de façon claire? Lorsqu'on a fait la charte des partis il existe. Et qu'il est dit que chaque parti, avant de pouvoir avoir son récépissé, doit avoir 15 membres fondateurs par commune. L'objectif, c'est que les partis soient représentatifs au plan national et que les partis soient d'envergure nationale, de grands partis. Personne n'a jamais interdit aux partis d'apprécier les initiatives prises par le gouvernement, non? Lorsque récemment, il y a encore le projet de réforme de la décentralisation ou encore projet de loi portant dispositions spéciales contre les infractions commises à raison de genre. Là, maintenant, les partis n'ont pas fait une conférence de presse pour donner leur avis. Vous fondez votre parti. Le fondement du parti est d'abord idéologique. Le fondement du nous parti, sommes d'accord. C'est sur la base des visions que ceux qui se sont retrouvés portent. Quelle est leur vision? Et là, vous pouvez retrouver la question. Je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire en vous rappelant qu'on a entendu ici dire que le président a voulu 2 blocs. Moi, je ne veux pas revenir à ça. Et donc, tout ça, c'est la conséquence, je vous le répète, de la démocratie de la rupture. Et donc, à partir de ce moment, ne soyez pas étonnés de voir les choses telles que vous le voyez. Qu'est-ce qui devrait vous étonner? Si vous êtes étonné de voir ça, c'est que vous aussi, vous êtes atteint par le virus de la rupture démocratique. Et donc, à partir de ce moment, il faut sortir de là. Et sortir de là, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous proposons au peuple. C'est pour cela qu'il faut voir la chose aujourd'hui et rectifier cela sous l'angle du fait que l'opposition doit être présente au Parlement. Si je concède même cela, si l'opposition était présente au Parlement, il ferait ses propositions, il se ferait entendre, puisque c'est là-bas que les débats se mènent. Nous allons dire que voilà, notre position par rapport à la gestion de la crise, par rapport à la lutte contre les violences que subissent les femmes. Sur le genre. Nous ferons nos propositions. Oui, mais le problème, c'est que ça tarde. Là, nous l'avons déjà dit, peut-être que vous n'allez pas entendre. On l'a dit, c'est à une occasion publique. Même sur un média, on a dit que quelle gestion on devait faire de la crise. Première chose, est-ce que les gens aujourd'hui, est-ce qu'on a amené ceux qui sont concernés, est-ce qu'on a amené les populations à être suffisamment conscients du risque et du danger que représente la maladie, la pandémie? Est-ce qu'on a amené les gens? Est-ce que la façon de faire, est-ce que la gestion de la crise a permis aux gens de se rendre compte de l'évidence de ça? Nous avons évolué. Et aujourd'hui, on en est à l'étape de la vaccination. Est-ce qu'on a amené les gens à comprendre l'utilité de la chose? On peut débattre. Moi, je voudrais faire court, je voudrais être court. Parce que là, ceux qui sont dans l'action, à des moments, sont beaucoup plus concernés
que ceux qui ne sont pas dans l'action. Oui. Moi, je voudrais faire court en disant ceci. On peut débattre de tout, d'accord, mais on ne peut pas débattre des chiffres. Nous sommes Vous d'accord. me suivez? Oui. Quand je prends, en ce qui concerne, fait allusion à- en ce qui concerne la Covid, est-ce qu'on a amené les gens à comprendre? Je vous donne un exemple. Je n'ai pas les statistiques d'ici, Oui, mais vous- je vous sais allez que citer dans par un là, je pays, vous j'étais prie. dans la France, en France par exemple, c'est un exemple que je donne. 10 personnes, sur 10 personnes qui décèdent du Covid-19, 8 sur 10 personnes ne Oui. sont pas vaccinées. Oui. Est-ce qu'on a amené les gens à comprendre que Oui. voilà comment la chose se fait? C'est ça. Quand on n'amène pas les gens à comprendre cela, comment vous voulez que les gens adhèrent? Première chose. La deuxième chose, est-ce qu'on a fait en sorte est-ce qu'on a fait en sorte que les doses de vaccins soient suffisamment disponibles pour montrer que ce n'est pas un truc, que ça ne se fait pas de façon aléatoire, Oui. que ça ne se fait pas de façon hésitante, qu'on n'hésite pas, C'est ça. qu'on amène les gens à Alors, adhérer. Et il faut aller plus loin. Moi, je dirais qu'il faut aller plus loin. Oui, Si peut-être- l'on avait associé, parce que c'est là encore l'une des conséquences de la rupture démocratique, si l'on avait associé, d'accord, les communes, les mairies, ceux-là, à la gestion de la crise, chacun dans sa localité est plus conscient de la mais réalité tout ce que vous dites, qu'il y a au niveau de sa population l'intérêt de ce que débat ceux que qui nous sont en faisons. haut. Oui, Et donc, à partir de ce moment, Ouais. il faut amener tout le monde Oui. à comprendre cela. Voilà. Et L'intérêt si nous- de ce débat si que nous nous étions faisons. présents, Oui. c'est pour cela qu'au lieu maintenant de chercher à rattraper ce qui est déjà passé, Oui. le mieux c'est de se concentrer sur l'avenir, faire encore les propositions qui sont possibles Voilà. et que l'opposition, comme on le dit, puisse se retrouver au Parlement pour qu'on puisse en débattre. Oui, l'intérêt de ce débat que nous faisons, c'est que toutes ces propositions-là, pourquoi les partis politiques eux-mêmes ne prennent pas l'initiative sans qu'on ne les invite à l'occasion d'une émission? Vous, par exemple, au sein de la mouvance présidentielle, bon, on vous sent dans une logique très confortable. Vous êtes là, le président a décidé, c'est bon, voilà. Mais un parti politique peut aussi raisonner, non? Peut aussi démontrer. Vous pouvez prendre des initiatives et opiner sur des questions d'actualité. Même si c'est pour dire que c'est bon, il faut bien le démontrer. Oui, monsieur le journaliste, je crois que nous, à la mouvance, nous pensons déjà que par avance, il y a le ministère de la Santé qui a beaucoup communiqué sur les chiffres dont il parle. Il y a des chiffres au niveau du ministère de la Santé. Oui. On peut se référer à ces chiffres. On s'est dit que ce serait peut-être redondant de répéter ce que dit le ministère de la Santé, parce que nous sommes de la mouvance, et ce que dit le ministère, ça nous engage. Bon, maintenant, je dis, au-delà de tout ça, nous avons un problème de structuration au niveau des partis de la mouvance, comme au niveau des partis de l'opposition. Les partis sont jeunes. Et nous sommes dans un processus de structuration. Et il nous faut donc arriver à... Vous n'êtes pas plus jeune que LT. Bon, je ne dis pas non, mais nous n'avons pas 20 ans, nous n'avons pas 10 ans. Oui. Il faut Donc, 10 ans pour pouvoir. Mais Lorsque ça vous fait faites- pas dit ça. Lorsque vous Oui, décidez à créer permettez-lui un parti, d'évoluer. Non, non, Oui. je je ne l'empêche plaise pas. pas. Oui, Lorsque Mathieu vous avait décidez signé, à mais créer là, un déjà, parti, les c'est partis qu'on ont considère 3 que ans. vous pouvez gérer un pays. Oui. Je ne dis Les pas partis non. ont déjà 3 ans quand même. 2018. 2019, 2020. Et là, nous sommes en 2021. Je crois que Ça fait quand ça, même. ça ne saurait tarder parce que je sais que moi, au niveau de mon parti politique, le Bloc républicain, le processus est très avancé. Et sous peu, vous aurez des gens qui seront des porte-parole, qui sont... Et à partir de ce moment, lorsque vous êtes président d'une cellule qui ne s'anime pas, on vous interpelle. On n'en est pas encore là. Tant qu'on n'en est pas encore là, ce seront des initiatives individuelles au sein des partis. Un peu comme je le fais aujourd'hui. Tout ce que je fais, c'est individuel. Oui. Individuel. Et quand ça se passe Oh, comme non, on ça. parle des partis. Voilà, et vous parlez des partis. Pour que cela soit, il faut que les partis soient structurés. La structuration prend du temps. Qui peut faire quoi, qui va faire quoi, c'est une question de temps. On ne peut pas fonctionner comme par le passé où chacun vient dire ce qu'il veut. Non. Et donc, je crois, je vous ai dit, c'est juste une question de temps. Donc, pendant ce On va- temps, Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas peut-être parce que les différents présidents de partis qui, avant, lorsque les partis n'avaient pas ce poids-là, cette envergure nationale, bon, le fait de se prononcer sur l'actualité, ça rapporte peut-être des gains. Est-ce que ce n'est peut-être pas par manque d'intérêt aujourd'hui? Parce que là, c'est dirigé, la structure est beaucoup plus complexe. On se dit, bon, même si moi je prends des initiatives, j'y gagne quoi? Est-ce que ce n'est pas le manque d'intérêt qui fait qu'aujourd'hui les partis se montrent très, très peu intéressés par les questions de gouvernance? J'ai dit c'est juste une question de structuration parce que vous n'allez pas dire que le Bloc républicain, à travers moi et beaucoup d'autres, ne nous prononçons pas sur ce qui se passe, sur l'actualité politique. Il n'y a pas cette actualité-là où je suis, par moment j'initie les rencontres. Je prends contact avec les organes pour initier des rencontres. Donc je crois que c'est déjà, mais j'ai dit c'est des initiatives personnelles. Il faudra donner un peu de temps encore. Ça ne saurait tarder que les structurations soient. Et à partir de ce moment-là, chaque représentant de groupe devrait pouvoir fonctionner pour que le parti fonctionne autrement pour son image. Donc, franchement, avec le temps, ça va. C'est sous peu. On va y arriver. Ça ne saurait Même tarder. sur la question Ça ne des saurait tarder. idéologies, Ça ne saurait tarder parce on que vous semble savez on voit que les partis continuent de se perdre sur leur propre idéologie qu'ils ont choisie au départ.
Je dis c'est une question de structuration parce que les gens vont de leur propre chef. Et donc, il n'y a pas de fond, de base consensuelle au niveau du parti qui permettent aux gens de passer l'information. Et il faudrait ça. Les conducteurs doivent être rédigés au sein des partis pour que n'importe qui prend la parole au sein du parti dit presque la même chose. Peut-être avec des mots différents, mais le contenu doit être le même. Il faut qu'on travaille à ça. Pour travailler à ça, il faudrait des organes. Les organes sont en train d'être mis en place, je dis, au sein de mon parti. Le processus est en cours et ça ne saurait tarder. Et ça, c'est l'exemple que j'ai. Et je sais qu'ailleurs aussi, ça se fait. Il y a un téléspectateur qui a écrit, il dit « Bonjour, le monsieur de l'opposition, il parle de vous, mon monsieur Mohamed Liamidi, parle des choses très belles à entendre, mais qu'ils ne pourront jamais réaliser même s'ils prennent le pouvoir. Moi, je le défie que son parti ne pourra jamais enlever un siège de député dans ce Bénin tant qu'ils ne formeront pas un grand groupe pour aller aux élections. » Et là, ça pose, c'est vrai, lui, il revient au premier sujet. Il parle de l'union de l'opposition au-delà des différents partis politiques que vous avez formés. C'est là, on ne va pas revenir en arrière sur cette question-là. Mais il y a quelqu'un d'autre, bon, c'est vrai, je ne vais pas relayer en entier son message parce qu'il disait que vous devriez être un peu plus discipliné sur le plateau pour laisser l'autre parler. Quelqu'un dit, là les messages ne sont pas signés, il dit « Je souhaite que le représentant de RLC cherche à ne plus monopoliser la parole. » Bon là, je l'ai déjà dit. Bon voilà, Mohamed Lamidi, vous avez des choses à dire. Il ne faut pas occulter dans ce que nous avons évoqué et dans la réponse en ce qui concerne les propositions, en ce qui concerne le fait qu'ils ne font pas de propositions, etc. Il ne faut pas occulter l'aspect du contrôle de l'action gouvernementale qui devrait amener les partis à faire des propositions. Et seulement s'ils étaient représentés à l'Assemblée nationale. Oui. Et donc c'est pour cela, c'est de là toute l'importance que l'opposition soit représentée au Parlement nationale pour pouvoir faire des propositions et donc contrôler l'action gouvernementale et amener... Oui, mais la question c'est de savoir, est-ce que quelque part aussi on ne peut pas attirer l'attention sur soi pour que le peuple ait confiance en vous avant de vous envoyer à l'Assemblée? Nous ne manquons pas de le faire. Si, je l'ai déjà fait ici et vous n'allez pas, ce n'est pas M. Ablessi qui me dira le contraire. Et donc, à partir de ce moment, la question de l'unité ou de l'unification, je voudrais que cela soit clair. Le fait qu'il existe des tendances au niveau de l'opposition ne veut pas dire que l'opposition n'est pas unie. D'accord. Vous allez continuer parce que en face de moi, j'ai le BR. Oui. Mais autour au niveau de la mouvance, il n'y a pas de tendance. BR, UP, MOEL, UDBN, PRD, tout ce qu'il y a là-bas, c'est des tendances qui appartiennent tous à la mouvance politique. Pourquoi on ne leur dit pas de se mettre en un? Est-ce qu'ils sont un? Ils ne sont pas un. Très bien. Pourquoi on n'envisage pas cela comme une question de stratégie? Le mois venu, on verra s'il faut faire un groupe, s'il faut faire deux groupes, s'il faut faire trois groupes, on verra. C'est une question de ce qui sera adapté pour qu'on puisse pouvoir enlever le maximum de sièges. Bonjour le plateau. Je voudrais dire aux représentants de l'opposition sur le plateau qu'il leur faut un travail en amont, celui de régler le problème de la multiplicité et de désunion des partis de l'opposition. S'ils veulent vraiment que le peuple les porte au sommet, parce que depuis 2016, ils sont déboussolés, désorientés et désorganisés, à mon avis. En comparant les deux camps, je vois un fils héritier né avec une cuillère en or dans la bouche et un autre issu des entrailles d'une mère très nécessiteuse. Pour dire que l'opposition est la plupart du temps en désavantage face à la mouvance, ils ont du boulot. Il faut donc que l'opposition parle ouvertement et officiellement d'une seule et unique voix. Elle n'arrivera jamais à rien de concret. Mes salutations aux invités sur le plateau et surtout à monsieur le journaliste pour la conduite du débat. Le message n'est pas signé. Un autre, est-ce que les 10% sont indiqués si dans un arrondissement ou une commune, on choisit un seul parti pour diriger la localité? Saka Aremou, monsieur le journaliste, en ce qui concerne, d'abord, il dit, salut monsieur le journaliste, je voudrais d'abord commencer à notre ami de l'opposition que le peuple béninois n'est plus dupe et que de ne plus monopoliser la parole. L'électricité sous les autres gouvernances antérieures était catastrophique. Sous la rupture, c'est meilleur. Candide Vidjoni, membre du bloc républicain. Voilà, on va tout à l'heure rendre l'antenne. Les avis continuent d'arriver. Il dit, c'est pour demander si c'est avec les 2% que vous voulez aller au Parlement. Gnansounou, innocent de bloc républicain de Porto Novo. Les avis sont franchement multiples. Nous allons maintenant rendre l'antenne. Malheureusement, on n'aura plus de mots de la fin. Merci, Mohamed Liamidi. Vous êtes membre du parti Restaurer la confiance. Mathieu Ablessi, membre du parti Bloc républicain. Merci à vous. Continuez à nous écrire sur le 54 10 18 19. Nous y reviendrons dans le débriefing de cette matinée.